Élu dans Montréal-Saint-Louis en 60, Harry Blank est le seul député d'origine juive à l'Assemblée législative jusqu'en 66. Il a mené de front ses carrières d'avocat et de député. Fervent fédéraliste, il se définit comme le représentant de la minorité anglophone au Parlement. Bienvenue à Mémoires de députés. Bonjour, M. Blank. M. Blank, vous avez commencé très tôt à vous intéresser à la politique. En fait, c'était durant vos études. C'était pour qui vous occupiez de politique? À ce moment-là, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais fait un peu de travail pour le Parti libéral fédéral dans le comté de Cartier. Il y avait des temps d'élection. Ils me payaient 25 cents à l'heure pour aller porte à porte pour avoir des opinions des électeurs, pour savoir qui on doit prendre voter et qui non. À ce moment-là, c'était un nommé Léon Crestal qui était le député entrant sortant. Ça, c'est dans l'ouest de l'île de Montréal. Entrevue, c'est Saint-Louis. De Montréal-Saint-Louis. C'était Montréal-Saint-Louis au provincial, c'était Cartier au fédéral. Est-ce que vous aviez le droit de vote pour vous occuper de politique? Non, non, pas du tout. J'ai même quand j'ai fait mon premier vote, techniquement, je n'avais pas le droit de vote. À ce temps-là, c'était en 1945, je pense, une élection fédérale. J'avais 19 ans. Il y avait une élection, mais j'étais outre-mer comme soldat. À ce temps-là, il y avait 21 ans, c'était l'âge de vote. J'avais 19, mais ils ont donné le droit de vote à tous les soldats qui étaient outre-mer. 10 ans au moins qu'on nourrisse notre vie au moins, donner-nous le droit de vote. Et ma première vote était pour le CCF, bon? NDP aujourd'hui. Oui. Je me souviens le nom de le candidat, c'était nommé M. Schweisberg. Mais c'est le temps de Fred Rose, l'ancien député communiste qui était élu dans ce comté-là, qui après est allé en prison comme espion de l'affaire Guzenko dans les années 50, je pense. C'est de l'histoire. Oh, c'est l'histoire. Et par quelles circonstances vous êtes passé du NPD aux libéraux provinciaux? J'ai voté NDP, j'étais allé au NDP pour commencer. Après ça, je me rends chez les libéraux. Et en 1900, je pense que 58, 57, 58, je viens d'être membre de l'association libérale de NDG. Après 2-3 ans, je me rendais comme secrétaire de l'association. Il n'y avait pas tellement grande association. Le député à ce moment-là était Paul Earl. Il y avait des comtés anglophones, on peut dire, c'était des grands comtés. Il y avait celle de Paul Earl, qui prend presque le nord-ouest de Montréal, Dick Hyde, le centre-ville, et Dr. Kirkland, qui était francophone, mais c'était section anglaise, il y avait le West Island. À ce moment-là, le West Island, il n'y a pas de grande population. Et son comté est allé de tout le West Island. Et c'est venu en 1960. Oui, comment vous êtes arrivé à poser votre candidature? C'était très intéressant. On doit aller en arrière pour ça. Le comté de Saint-Louis était un comté juif, parce qu'il y avait de la population juive établie là pour des années, depuis la Première Guerre mondiale. Il y avait un nommé Dave Rochon, qui était le conseiller de la ville. Mais lui a fait des faveurs, à ce temps-là, on peut faire des faveurs pour tous les gens-là. Tous les Juifs étaient très heureux avec lui parce qu'il arrangeait leurs taxes, il arrangeait leurs licences, toutes ces affaires-là. C'est la façon de marcher à ce temps-là.
Et quand c'est venu l'élection, je pense que 52 ou 56, ça doit être 52 parce que Rochon était élu 2 fois. Il était élu comme député libéral. Il était dans l'opposition. Duplessis était en charge. À un moment donné, vers 58, je pense, le député Lionel Ross de Verdun, un libéral, et Dave Rochon, un libéral, ont passé les secrets de la caucus de la Palme à Duplessis. Et les libéraux ont mis dehors de parti ces 2 gens-là. Duplessis a nommé Lionel Ross comme juge. Il ne peut pas faire rien que pour Rochon, mais Rochon est resté. Et quand est venue l'élection de 60, le Parti libéral a pensé qu'on ne peut pas gagner Saint-Louis. Parce que presque tous les Juifs sont partis. Il restait peut-être 1500. Ils cherchent un candidat. Tous les candidats éligibles qui étaient fait partie de haute langue du Parti libéral ne voulaient pas. Il y avait une madame qui venait me voir à mon bureau. Elle me dit « Pourquoi vous n'essayez pas ça? » Je dis « Moi, quelle chance. » On vient voir l'organisateur en chef. Elle dit « Oui, on est intéressé, on va communiquer avec vous. » Ils ont communiqué avec moi le lendemain. Il dit « OK, ça va coûter 25 000 pour faire une bonne campagne de Saint-Louis. » C'est de l'argent, ça. Il dit « OK, nous, on va vous donner 10 000 vous trouvez 15 000 » J'étais un jeune avocat, où je trouvais. Je parlais à mon beau-père qui avait quelques dollars. Après consultation avec les autres libéraux, il dit « OK, je vais vous prêter de l'argent. » Et on a une assemblée d'association de Droits, le club de forme, et j'ai nommé candidat. On a fait l'élection. C'était une élection dure. Oui, parce que dans ce temps-là, c'était peut-être des fiers à bras aussi. Oui, Babyface Shaw, un ancien boxeur, qui était mon chauffeur et bodyguard, il avait des bâtons de baseball dans la valise. On se promenait dans les rues comme ça. Et aussi, à ce temps-là, il n'y avait pas de limite sur la question de l'argent. On peut dépenser ce qu'on veut. On a mis des lettres chaque jour. 40 000 lecteurs, même si c'était 3-4 cents le timbre, l'enveloppe et l'imprimerie, c'est pas qu'aujourd'hui on peut faire l'imprimer facilement. On doit aller chez l'imprimeur, puis c'est toute une affaire. C'est-à-dire qu'on doit répondre chaque jour. Le fin, ça coûtait 125 000, cette élection-là. Ça m'a pris une vingtaine d'années pour... Le parti n'a pas donné l'argent. Ça vous a coûté 125 000 votre première campagne. En 63, 3 ans après, c'était descendu à 63 000 parce que Dave Rochon ne s'est pas présenté. C'est un peu facile. En 66, quand on avait des nouvelles règles, ça m'a coûté 12 000 $. Et j'ai une majorité des milliers. Mais en 60... À 60, avec une majorité Quand on finit le comptage, le soir des élections, j'ai gagné par 59 votes. Et on a fait un recomptage judiciaire et j'ai gagné par 108. Il y avait, je pense que 6 ou 7 Rochons. L'Union nationale a acheté des gens Rochons pour faire la cohésion parce qu'ils pensaient que Rochon va gagner. Et ça a aidé dans l'élection, le fait. Parce que le bulletin était long comme ça. Et quand on met le bulletin dans le boîte de scrutin, on doit le rouler. On prend les petites choses, comme ça. Et à ce moment-là, c'est l'officier, le rapporteur qui a mis, pas vous qui a mis dans la boîte, c'est lui. Et une autre chose qui était très intéressante, mes organisateurs vers midi me disent que les Juifs ne votent pas. Les Chassidim ne votent pas. Pourquoi? Quand ils ont rendu au salle de scrutin, l'officier rapporteur l'a dit votre nom, il a dit non, OK. Jurez sur la Bible que ça c'est vraiment votre nom. Mais les Chassidim ne touchent pas la Bible. Parce que c'est la Bible avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pas caché, ils ne touchent pas. Et comme je dis, il y avait environ entre 1000 et 1500. Ça, c'est l'élection. Le grand rabbin dans le comté, pour ces gens-là, c'est un monsieur qui s'appelle le Tashiver Rabbi.
J'étais allé lui voir, d'expliquer qu'est-ce qui passe. J'ai fait un petit deal avec lui. Puis il est allé à sa bibliothèque, puis il a trouvé quelques livres, et il a amené deux de des jeunes. Il a montré un paragraphe. Ils ont descendu dans la rue pour voir le chassidim. Le chassidim était dans une ligne devant puis voter parce que le Rebbe a dit c'est correct. Nonobstant ce qu'il fait, la Bible, même un crucifix, il va jurer parce que le Rebbe a déclaré. Et quand il gagne par 59 votes... C'est important de les avoir. Ah oui. À part les Juifs, est-ce qu'il y avait d'autres communautés ethniques dans... J'avais fait ma propagande dans 17 langues différentes. Oh. OK? 17 langues. Et on avait trouble avec les langues aussi. Je ne savais pas que le russe et l'ukrainien, tu vois, c'est le même, mais il y a une différence. Ça m'a coûté une donation au club de football des Ukrainiens pour le mettre sur notre côté après que j'ai fait ma propagande seulement en russe. Il y avait des Italiennes, il y avait des Grecs, il y avait des Japonais. Chinatown était dans mon comté. Il y avait des Hongrois. Non, mais c'était fait 17 langues différentes. Et moi, j'ai toujours dit que le fait que j'ai parlé le français comme ça, pour commencer, m'a aidé dans ma campagne. Parce que si j'étais parfaitement en français, je suis un autre politicien. Le fait que j'ai essayé de parler le français avec mon accent d'anglais, ça a aidé avec des gens. Toutes ces petites choses-là, ça compte en campagne. Le soir de votre victoire en 60, qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord, vous avez gagné par... Mais je ne savais pas ce que je dois faire. Je n'ai jamais visité l'Assemblée nationale. J'étais membre d'une association, mais je n'étais pas au courant de tout. Mais je commence à avoir des félicitations de tout le monde. Et j'étais un vrai amateur à ce moment-là. Vous souvenez-vous de vos premiers discours ici à l'Assemblée législative? Le premier discours, c'était une surprise. On était ici pour un caucus, juste avant d'entrer. Ce caucus était au château. Et M. Lesage, à ce moment-là, je commence à le connaître, il dit, OK, Jean-Noël Lavoie et vous, M. Blanc, vous va faire pour répondre au discours du trône. À ce moment-là, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur est entré en chambre, il fait un discours. Le lendemain, il y avait une réponse au discours du trône par normalement un des jeunes députés. Ici, ils ont choisi deux jeunes députés parce qu'ils veulent voir en bilingue. Jean-Noël le fait en français et moi, je fais en anglais. Je ne savais même pas qu'on doit faire un discours par écrit. J'ai rencontré Jean-Noël dans le corridor du château et il me dit, « Hey, Harry, tu dois préparer ton discours. » Je dis, « Quel discours? Tu dois parler de moi. » Oui, je sais. Parce que normalement, je ne prépare pas de discours. Moi, des petites notes des fois, mais jamais un discours que je lis. Jamais lu un discours en chambre. Et j'ai fait beaucoup de discours en chambre. À partir de notes seulement? À partir de notes seulement et de la tête. Et aussi, j'avais une habitude de voir l'attitude de l'opposition, l'opposition de l'autre côté de la Chambre. Et quand je vois qu'ils ont dit quelque chose, c'est là qu'ils commencent à frapper. C'est un talent de la Cour. À votre élection en 1960, votre première, vous étiez le seul député d'origine juive à l'Assemblée. Oui, jusqu'à 1966 que Victor Goldman est arrivé. Ah oui. Est-ce que vous êtes fait un devoir de représenter durant votre carrière? J'ai essayé, mais le communauté juive avait des élites et des... Moi, je ne venais pas des élites. Les élites, au mode de passer directement au premier ministre. Mais j'ai fait beaucoup de petites choses. Je veux dire, 80% des gens qui ont venu voir, le problème était l'immigration. Et Québec, à ce temps-là, n'était pas intéressé à l'immigration. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour eux. Parce que c'était fédéral. C'était tout fédéral jusqu'à, je pense que 73, 74, d'abord. L'entente de Colin Couture est même venue plus tard. Plus tard, après 76, oui. C'est là que c'est le commencement de vraiment que Québec a quelque chose à dire dans l'immigration. Le gouvernement Lesage était au pouvoir en 60. Est-ce que M. Lesage vous a donné des fonctions particulières pour aider à votre apprentissage? Pas à ce moment-là, seulement que je fais partie du comité des billes publics et des billes privés.
il a besoin des avocats sur ces billes-là. Okay. Non, je n'étais pas fixé quelque chose jusqu'à Bourassa qu'il me donne les revenus. J'étais en charge de revenus. Et ça, c'est après 70. C'est après 70. En 60, là, quand vous êtes arrivé ici, avez-vous été surpris par le salaire et les conditions de travail des députés? Oh non, les conditions. On avait une petite chambre avec 3, 4 députés en chambre, même pas un téléphone, même pas un secrétaire. Le salaire était 6 000 $ par session. Par cette façon, le sage nous donnait une augmentation et il a arrangé 2 sessions dans la même année. C'est pour ça que c'est difficile d'être un député à plein temps ce temps-là. J'étais avocat, j'ai gagné plus que double de ça comme avocat. Pas prêt à lâcher ça à ce moment-là. Et après, je suis marié avec Mme Blank qui vient de Boston. Puis on avait 6 enfants. Avec 6 enfants qui doivent aller à l'université, le salaire de député, même quand ça a augmenté, laissez pas de place de mettre ça au plein temps. C'est impossible. C'était pas une fonction pour faire fortune. Non, c'est pas une fortune faire fortune. En 62, l'élection sur la nationalisation de l'électricité, est-ce que ça devenait plus facile, cette élection-là, pour vous? Oui, c'est plus facile parce que Dave Rochon ne s'est pas présenté. Ah bon? C'était Union nationale et moi. Au lieu de gagner 100 votes, j'ai gagné 3 000 quelque chose. Est-ce que les mœurs électorales avaient changé? Est-ce que c'était encore des fiers à bras en 62? En 62, un peu, mais après ça, non. Parce que quand on commence à contrôler l'argent, on ne peut pas payer pour ces gens-là. Mm-hmm. En 66, les libéraux ont perdu le pouvoir. Est-ce que, à votre avis, ils étaient trop confiants? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, là, cette élection-là, je pense que 2 choses. Moi, je me souviens, il y avait un caucus intéressant avant l'élection. Il y a une grande discussion entre Bon Arsenault et je pense qu'Eric Kearns, des gens là, d'avoir l'élection en mois de juillet, en juin ou en automne. Puis il y avait un groupe qui dit, on va l'avoir en automne, on va arranger des cours dans des églises, on va mettre des routes ici, on va faire ça là, on va faire ça là. Bon Arsenault, le vieil politicien, a dit, oh non, on ne gagne pas des élections comme ça. Faites l'élection au mois de juin, donne des promesses. Tu gagnes avec des promesses. Il ne gagne pas avec ce que tu as fait parce qu'il veut avoir plus. Et on a eu l'élection en mois de juin, je pense. Oui, 5 juin. Pour moi, là, il y avait 2 raisons, à part des autres peut-être. Une, pas le journaliste va commencer les polyventes dans la région. Oui. Il y a beaucoup de gens, des cultivateurs, qui ne veulent pas que leurs enfants vont à l'école secondaire, ils veulent le voir sur la terre. Et c'est là une des plus choses. Et aussi, pour une raison ou l'autre, notre ami Claude Wagner, qui est le ministre de la Justice, a commencé une campagne contre la vitesse et des contraventions en masse étaient données au mois de mai, comme jamais. Ces choses-là, c'est là qui comptent dans chaque comté. Et où il y avait des contraventions, où il y avait des polyvalentes, ça comptait. Et les polyvalents, on avait besoin, ça c'est créer le Québec nouveau. Oui. La révolution tranquille ne gagnerait pas sans l'éducation. C'est la base de l'éducation. Moi, je me souviens qu'on a dit jamais ministre de l'Éducation dans notre campagne de 60. Et pourtant, il y en a... Quelques années après, Paul Gérard-Lajoie était le premier ministre de l'Éducation. Vous, dans votre comté de Montréal-Saint-Louis, est-ce que quel genre de campagne vous avez fait en 66? Même porte à porte. Ouais. Porte à porte. J'étais jeune, je n'ai pas monté des escaliers. Porte à porte et la petite propagande. Entre 66 et 70, vous avez siégé dans l'opposition. Est-ce que vous avez trouvé ça stimulant ou décourageant? Non, stimulant. Oui. C'est stimulant parce que c'est une challenge. Puis aussi, sur une question de patronage, on peut utiliser ce mot-là. Si vous avez besoin de quelque chose pour votre comté, c'est plus facile de l'avoir ça dans l'opposition.
Parce que le ministre dit, OK, je vais vous faire une faveur, je vais le faire. Il n'y a personne qui peut vous dire, si c'est un ministre libéral qui a fait ça, c'est le patronage. Ici, là, on peut faire des petites choses pour le comté plus facilement dans l'opposition et on peut dire ce qu'on veut quand on fait des discours. Et je pense que de ce temps-là, dans l'opposition, en 76 et 70, que j'avais fait la motion pour indemnification de victimes de crimes. C'est possible. Parce que Daniel Johnson, senior, était premier ministre. Et quand j'avais proposé cette motion, parce qu'il y a une femme, même pas dans mon comté, c'était dans le comté qu'aujourd'hui est Darcy McGee, qui a été tuée par un bandit, et je vais avoir quelque chose pour elle. Daniel Johnson me dit, tu veux que le gouvernement supporte votre motion, ajoutez un autre nom de la liste. Ça a l'air de le chef de police d'Actonville a été tué par un bandit. Et c'est dans le comté de Daniel Johnson. Il voulait qu'il ajoute qu'il peut faire quelque chose pour lui. Et c'est là que s'est commencé la loi d'indemnification des victimes de crimes. Parce que ça fait partie de notre programme en 70. Et on était la première province au Canada d'avoir cette loi-là. Ah, c'est intéressant. Vos relations avec M. Lesage, vous l'avez connu, il était chef du gouvernement, vous l'avez connu dans l'opposition. Est-ce que la relation était différente? On était plus proches dans l'opposition, on avait plus de chance de le voir. Parce que quand il était premier ministre, presque jamais en chambre. Il était en chambre pour commencer la session, puis après ça, il part pour faire ses affaires. Mais quand on était dans l'opposition, c'était un peu différent. On jasait, j'étais chez lui. Même quand je me mariais à ma femme, Hélène, il est venu au mariage à Montréal. Mais M. Lesage a fini par démissionner à la fin des années 60. Pour sa succession, il y avait 3 candidats, M. Wagner, M. Laporte et M. Bourassa. Vous avez appuyé M. Bourassa. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Ah oui. Moi, je pense que Laporte n'avait pas de chance d'être élu. Wagner, je n'aimais pas. Je sais pas, son attitude était un peu comme Harper aujourd'hui. Très conservateur, très à droite. De l'âge, mais il y a noir et blanc, pas de gris. C'est pas une façon de diriger un gouvernement. C'est pour ça que j'ai appuyé Bourassa. En 70, est-ce que la campagne, là, vous étiez vraiment confiant de reprendre le pouvoir? Oui. Oui, parce que l'Union nationale a commencé à désintégrer. On avait les créditistes qui encore n'étaient pas tellement. Et c'est le commencement de la Partie québécoise avec les 6 députés. Ça, c'est le commencement de le nationaliste vrai. Mm-hmm. Et vous n'avez pas été nommé ministre. Pourtant, c'était votre 4e élection. Est-ce que ça vous a déçu? Dans le sens, oui. Dans un autre sens, non. Parce que, comme je dis, à ce moment-là, j'avais 6 enfants et une femme, une maison. C'était difficile parce qu'on doit arrêter la pratique de droit. On doit concentrer sur ça. Vous avez été, par contre, nommé vice-président de l'Assemblée nationale? Oui, après. Oui. C'était quel genre de travail? Ça, là, j'étais en charge de tous les comités de l'Assemblée nationale. C'est moi qui rangeais des dates, etc. Et moi, je siégeais des fois sur les comités. En Chambre rouge, c'est moi qui étais présidé ces commissions-là. Et de temps en temps, je plaçais le président à la trône de l'Assemblée nationale. C'est intéressant. Je demandais les touristes américains qui venaient voir l'Assemblée nationale de demander aux employés de l'Assemblée nationale pourquoi le président, le speaker, pourquoi il fait des prières chaque fois. Il fait des prières. Il praise to the Lord. Quand je dis à Lord, il pensait que je fais des prières avec l'accent. Oui, c'était différent. C'est différent, oui. Vous avez continué à pratiquer le droit tout en étant député.
comment vous réussissiez à concilier les horaires et les exigences des deux travaux? OK, mais quand j'étais venu à Québec, 3 jours par semaine environ, on ne siégeait pas le vendredi ou le lundi. Ça veut dire que je peux être à mon bureau le lundi et vendredi. Et j'ai arrangé, si je peux, des causes en cours ces jours-là. Et la fin de semaine, j'avais le bureau, à mon bureau. Le dimanche, toujours, il y avait une fonction quelque part dans le comté. Les associations des vieux, des jeunes. Sun News était Jeunesse Soleil, c'était dans mon comté. J'étais un des fondateurs de ça. Et j'étais bien occupé. Et j'avais quelques avocats qui travaillaient avec moi à ce moment-là. C'était difficile, mais ça donnait un peu de restaurant. Il n'y avait aucune négatif sur mon activité comme député. Et mon bureau de comté, qui a fait un peu de nouvelles, était juste à côté de mon bureau d'avocat. Ben oui, il y en a qui vous ont reproché cette proximité-là. Oui. C'était tout à côté. Et c'était des portes différents. Mais j'avais une porte d'entrée de mon bureau de droit à ce bureau-là. Ce bureau-là avait une salle d'attente, et avait une salle pour une secrétaire ou moi. Okay? J'avais une secrétaire de comté, elle était là. Elle était payée par le gouvernement, elle était là. Moi, j'avais une secrétaire à côté qui, de temps en temps, fait le travail pour le comté. C'est moi qui l'ai payé. Et si, durant la semaine, il y avait quelqu'un qui venait au comté, et si le secrétaire pensait que ça prend mon intervention, il peut m'avoir dans 5 minutes, si je suis au bureau. Et le loyer était payé par pied carré, seulement cette partie-là, par la province. Je n'ai pas chargé pour mon bureau. C'était tout, ils ont vérifié ça de temps en temps. Et vous ne voyez pas, vous, de problème d'éthique, Si j'avais un bureau à une autre place dans le comté, ça veut dire mes électeurs n'auraient pas le même service. Ils me voient seulement une fois par semaine, le samedi matin. Ici, ils ont une chance de me voir 6 jours par semaine. En 1973, les libéraux font élire 102 députés sur 110. Vous étiez de ce nombre-là. Est-ce que l'élection était vraiment facile? Bien, toutes mes élections étaient faciles, sauf le premier, comme je dis, 60 votes, sauf la dernière que j'avais perdu. Et celle de 1976, parce que l'Union nationale commençait à désintégrer, et il y avait un problème avec les Anglais, ils avaient peur de voter, et mes votes ont descendu. M. Bourassa vous a reconduit vice-président de l'Assemblée nationale. Évidemment, vous n'avez pas encore été nommé ministre à ce moment-là. Est-ce que vous étiez quand même content de retourner dans vos fonctions? Ah oui, parce que je savais que je ne serais pas ministre, depuis que j'étais là encore. Il n'y aurait pas plus qu'une ministre juive, ça c'est certain. Comme vice-président, vous dites que vous avez dirigé parfois la période de questions, les débats en commission. Est-ce que c'était difficile de garder sa neutralité? Ah, c'est difficile. Quand on prend une décision, il y a 3 choses qui comptent. Ça doit être logique, je dois être politique et je dois être de bon sens. C'est le moment actuel. Et on doit prendre des décisions normalement dans 2-3 secondes. Il y avait des grosses questions qu'on peut-être dit qu'on prend sans délibérer, puis on n'a pas en arrière, puis on prend les greffes d'essayer de trouver une solution. Le président a une certaine neutralité, mais c'est une neutralité un peu nuancée. Merci, M. Blanc.